Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 avril 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 209 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je vous parle du taux de chômage qui est en hausse au Canada et au Québec. Ensuite, j'aborde les taux d'intérêt parce que demain, c'est l'annonce de la Banque du Canada par rapport au taux directeur. Et finalement, je vous parle aussi de la hausse des prix des matières premières. On peut penser à l'or, le pétrole brut. Et je vous parle en fait de l'effet que ça peut avoir sur le prix des produits qu'on achète. Donc, c'est un peu tout ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer directement avec le taux de chômage au Canada qui a franchi le seuil de 6%. En fait, là, on est rendu à 6,1% au Canada. Et du côté du Québec, on est passé à 5% au mois de mars. Donc, en février, on était à 4,7%. On est rendu à 5% dans la province du Québec. Et en termes de chiffres, dans le dernier mois, on compte 18 000 emplois de moins au Québec. Et évidemment, de mon côté, comme j'en ai parlé dans mon épisode au début de l'année en janvier pour mes prédictions pour 2024, moi je m'attends encore à ce que le taux de chômage continue de grimper. Je vous dirais que ça va grimper encore dans les environs de 7%, peut-être un peu plus au courant de l'année. Et un autre fait intéressant sur le marché du travail, c'est que les salaires continuent de monter. On parle d'une hausse de 5,1% du taux horaire moyen. Ça, c'est sur une base annuelle, là, donc sur une période d'un an. Et l'augmentation des salaires, faut comprendre que c'est pas toujours une bonne chose pour les travailleurs. Dans le sens, ça a l'air un peu contre-intuitif, mais je vais vous donner un exemple qui est bien facile à comprendre. En Californie, ça c'est aux États-Unis, le salaire minimum il est à 16$ de l'heure. Et là, le 1er avril, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur et elle a fait en sorte que le salaire minimum pour les employés dans la restauration rapide, il est passé à 20$ de l'heure. Comme je vous dis, ça c'est en Californie. Et dit de même, ça semble être une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais la répercussion de ça, c'est que l'industrie du fast-food en Californie, il y a beaucoup de compagnies là-dedans qui comptent licencier un grand nombre d'employés pour venir un peu contrebalancer l'augmentation du coût de la masse salariale. Et disons que par miracle, mettons, les restaurants décidaient tous de garder leurs employés puis de leur offrir un salaire de 20$ de l'heure, c'est garanti que les prix dans les restaurants fast-food, ils vont augmenter, ce qui pourrait diminuer l'achalandage et ça pourrait mener également à un nombre d'heures réduit pour les employés. Donc au final, le salaire minimum, c'est encore une fois le gouvernement qui intervient dans le monde des affaires en imposant des conditions aux entreprises privées, ce qui va nécessairement débalancer l'équilibre du libre marché. Et au final, à mon avis, la hausse du salaire minimum pour les employés dans l'industrie de la restauration rapide en Californie, ça va plus nuire aux travailleurs que d'autres choses. Je suis certain qu'on va voir le taux de chômage monter dans l'État de la Californie et que plusieurs employés vont soit perdre leur emploi ou avoir moins d'heures de travail sur leurs horaires. Donc, tout ça pour dire que l'augmentation des salaires, c'est pas systématiquement une bonne nouvelle pour les travailleurs et pour la santé du marché du travail. Sinon, si on revient à la prochaine rencontre de la Banque du Canada concernant le taux directeur, ça va avoir lieu demain, donc demain, mercredi le 10 avril, et ensuite, la prochaine rencontre, ça va aller au 5 juin. Donc, selon moi, demain, la Banque du Canada ne va pas toucher au taux d'intérêt. Autrement dit, le taux directeur va être maintenu à 5%. Par contre,
avec le marché du travail qui commence à s'affaiblir à travers le pays, avec l'augmentation du taux de chômage, je pense qu'on va bientôt commencer à parler d'une première baisse du taux directeur, et ce, dans un avenir rapproché, et peut-être même en juin, tout dépendamment des données de l'inflation. Pour ma part, je pense que la première baisse va probablement plus être autour du mois de septembre, là, cet automne. Mais c'est sûr que dans la prochaine rencontre de la Banque du Canada, ils vont déjà commencer à parler de baisse de taux d'intérêt parce que visiblement, l'économie canadienne commence déjà à fléchir. Donc, ça va être à voir demain qu'est-ce que le gouverneur de la Banque du Canada va nous dire par rapport à tout ça. Et pour ce qui est de l'économie américaine, la situation là-bas est un peu différente. Premièrement, le taux de chômage aux États-Unis est à peine de 3,8%. Et il y a plus de 303 000 emplois qui ont été créés en mars. Donc, on peut voir que le marché du travail affiche encore une bonne vigueur. Et deuxièmement, le taux d'inflation aux US il est remonté à 3,2%. Et c'est un peu l'inverse de qu'est-ce qu'on voit au Canada parce que le marché de l'emploi aux États-Unis est encore très robuste et l'inflation elle semble être encore plus résistante, c'est-à-dire qu'elle est dure à faire baisser malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, si moi je me fie sur les données économiques que je vois en ce moment, ça me semble très improbable que la Fed décide de baisser son taux directeur prochainement. Et de mon côté, je pense que c'est pas impossible qu'on voit la Banque du Canada réduire ses taux d'intérêt avant la Réserve fédérale américaine. Et je crois que les investisseurs commencent aussi à réaliser que les taux d'intérêt aux États-Unis pourraient rester plus élevés plus longtemps que prévu. Et encore une fois, à mon avis, je pense qu'à court terme, ça pourrait causer une correction sur les marchés boursiers américains. Au fait, si on regarde, il y a déjà quelques actions US qui ont amorcé une tendance baissière. C'est principalement dans des entreprises dans le secteur de la consommation discrétionnaire, donc des compagnies qui sont cycliques. Par exemple, si je regarde dans mon portefeuille, il y a les actions de Starbucks et de Nike qui sont retournées à des prix plus attrayants. Donc, ils ont baissé depuis quelques semaines. De mon côté, ce sont déjà deux grandes positions dans mon portefeuille. Le portefeuille de Traders 360, ça fait déjà quelques années que je suis actionnaire, mais j'ai quand même décidé de grossir un petit peu ma position dans Nike. J'ai acheté des actions autour de 89$ US. Par contre, pour Starbucks, j'attends que ça baisse encore un peu plus. Il faut savoir que Starbucks, ça représente déjà à peu près 7% de mon portefeuille, mais dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas encore investi dans ces deux compagnies-là et qui souhaiteraient le faire, je pense que ça pourrait être un bon prix d'entrée pour l'une ou l'autre de ces compagnies-là. Encore là, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Faites vos recherches et tirez-en vos propres conclusions, mais c'est quand même une baisse conséquente pour ces deux entreprises-là. Et petite parenthèse justement par rapport à Starbucks et Nike, je suis conscient que ça peut sembler être des idées d'investissement un peu plates, dans le sens que présentement, on est dans un contexte où on parle de la révolution de l'intelligence artificielle, puis tout le monde essaie de deviner quelle entreprise va prendre le lead avec cette technologie-là. Par contre, de mon bord, je considère que justement, les vraies opportunités d'achat pour le long terme, en ce moment, elles se trouvent du côté des compagnies qui ne sont pas dans cette industrie-là. Présentement, j'évite vraiment le secteur technologique. Là. En fait, présentement, au lieu de me poser la question « Qu'est-ce qui va être différent dans les 10, 15, 20 prochaines années? » je me demande plus « Qu'est-ce qui va être encore là dans 10 ans? » Et ça, c'est une réflexion que j'ai entendue récemment. C'était de la part de Jeff Bezos. J'ai vu ça je pense que j'ai vu ça sur TikTok. Et je trouve que ça fait bien du sens parce que au lieu d'essayer de deviner à quoi va ressembler l'avenir,
ce qui est pratiquement impossible à faire correctement. Je me demande qu'est-ce qui ne changera pas, peu importe les avancées technologiques, dans le sens que d'essayer de trouver le prochain Amazon, c'est sûr que c'est plus excitant parce que ça peut être un home run en termes de rendement. Par contre, tes probabilités de succès sont très minces. À l'inverse, je pense qu'on peut miser sur une image de marque qui existe depuis longtemps et qui est reconnue à l'international. Là, on peut penser justement à Nike et Starbucks. Pour moi, le branding d'une compagnie, c'est un avantage concurrentiel qui est beaucoup plus solide que une différenciation basée uniquement sur une technologie donnée. Par exemple, les vidéoconférences offertes par Zoom Communication, qui est coté en bourse, lors de la pandémie, tout le monde trouvait que c'était un bon outil, ça fonctionnait très bien. Par contre, une fois qu'une compagnie comme Microsoft reprend le concept et l'incorpore dans ses produits qui sont déjà implantés partout dans le monde, tout d'un coup, le produit offert par Zoom, ça n'a plus autant de valeur. Et aujourd'hui, utiliser Zoom ou Teams, c'est purement une question de préférence, mais clairement, Zoom Communication n'avait pas un vrai avantage concurrentiel. Et c'est pour cette raison-là que des entreprises comme Apple, Coca-Cola, Nike, Starbucks, pour moi, leur marque a énormément de valeur et c'est d'ailleurs ça qui leur permet de conserver des marges de profit, des marges bénéficiaires bien au-dessus de la moyenne de leur industrie. Donc, c'est sûr que présentement, pendant que les autres se concentrent sur le potentiel de l'intelligence artificielle, moi, j'observe des opportunités d'achat dans des secteurs qui sont un peu délaissés par les investisseurs en ce moment. Et je dis pas ça parce que je suis pas convaincu par le potentiel de l'IA. Au contraire, je suis convaincu que l'intelligence artificielle, c'est la prochaine révolution au même titre que l'Internet. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent la même chose, qui sont persuadés de ça. Et c'est justement cette conviction-là qui booste les attentes des investisseurs. Et présentement, sur le marché, je pense que toutes les entreprises qui sont liées de près ou de loin avec l'intelligence artificielle, le prix de leurs actions sont quelque peu boostés. C'est-à-dire que je pense que leur valorisation est gonflée avec des anticipations trop grandes de la part des investisseurs. Et une autre chose que je veux vous parler, c'est encore une fois le prix du baril de pétrole brut qui continue sa hausse. Le baril de pétrole WTI, il est rendu autour de 86$ US. Donc clairement, ça pousse le secteur de l'énergie vers le haut. Et si on regarde l'indice TSX, qui est l'indice de la bourse de Toronto, qui a une énorme pondération dans le secteur de l'énergie, on peut constater que nos compagnies pétrolières canadiennes bénéficient de l'augmentation du prix du baril. Tu sais, je regarde ça l'été passé, en juin 2023, j'ai acheté du Suncor à 38$. Et aujourd'hui, les actions sont rendues autour de 53$, ce qui représente une hausse de quasiment 40%. Et ça, c'est sans compter le rendement des dividendes qui est encore à plus de 4%. Par contre, c'est sûr que là, rendu autour de 53$ par action, je ne considère plus Suncor Energy comme étant une compagnie en rabais. Mais sinon, l'envers de la médaille de tout ça, évidemment, c'est que ça va se refléter sur le prix de l'essence. Donc oui, ça va nous coûter plus cher de gaz dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et l'autre aspect, c'est que ça va aussi contribuer à faire remonter le taux de l'inflation du fait que, premièrement, l'essence, c'est une composante de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, et le prix de l'essence affecte également le prix de différents produits du fait qu'il faut souvent le transporter. Le coût de transport, évidemment, c'est souvent de l'essence. Et même si l'énergie et la nourriture sont exclus des données qu'observe la Banque du Canada concernant l'inflation, de notre côté, ça reste quand même un élément qui fait en sorte d'augmenter le coût de la vie.
Donc, l'augmentation du prix du baril de pétrole, c'est une bonne chose pour les investisseurs dans le secteur de l'énergie, mais reste que pour les entreprises, les particuliers, ça va faire augmenter les coûts, les dépenses liées justement au transport. Et ça m'amène à vous parler des matières premières en général. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix de l'or il a atteint un nouveau sommet historique autour de 2360 $ US de l'once. Ça, c'est un record historique. Comme je vous dis, le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé que ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais il se passe de quoi du côté des commodités? Autant les métaux précieux, le pétrole brut que la viande, puis d'autres matières premières de base. En fait, il existe un indice qui sert justement à mesurer les fluctuations du prix des matières premières. Ça s'appelle l'indice CRB Commodity et vous pouvez le trouver facilement en ligne, là. Cet indice-là, en fait, il inclut 19 matières premières, incluant l'énergie, donc pétrole, gaz naturel, l'agriculture avec les céréales, le blé, le maïs, le soya, et les métaux, autant les métaux précieux que les métaux industriels. Et grosso modo, ça permet de tracker l'évolution globale des prix des commodités au fil du temps. Et ce que je veux mettre de l'avant ici, c'est que l'indice CRB Commodity, il a quasiment dépassé son dernier sommet qui avait été atteint en juin 2022. Et je vous rappelle que l'augmentation des prix des matières premières, ça peut être un signe précurseur d'une hausse généralisée des prix. Et c'est logique, les matières premières, ce sont les éléments de base dans un cycle de production. C'est-à-dire qu'on sert des matières premières pour fabriquer les produits qu'on consomme. Donc, théoriquement, plus le prix des matières premières est élevé, plus les compagnies devraient augmenter le prix de leurs produits, question de conserver leur marge bénéficiaire. Donc, grosso modo, la remontée du prix des commodités, comme on peut le voir avec l'indice CRB, ça peut nous indiquer que l'inflation pourrait repartir à la hausse au courant des prochains mois, des prochains trimestres. Bref, c'est quelque chose à surveiller parce que les matières premières, ça reste les intrants qui sont nécessaires à la production de paquets de biens, de produits. Donc, c'est sûr qu'au final, si les prix restent élevés, ça va finir par avoir un impact au niveau des prix que les consommateurs payent. Et pour conclure l'épisode, mon livre Les règles du jeu est maintenant officiellement disponible dans toutes les librairies. Et tant qu'à moi, je pense que c'était le meilleur timing pour la sortie du livre, dans le sens qu'avec le contexte économique actuel, c'est vraiment le temps d'être proactif pour trouver des manières d'améliorer sa situation financière. Parce que si votre seule source de revenus, c'est votre paye aux 2 semaines, ben, il faut être conscient que vous êtes entièrement dépendant de votre employeur. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a un ralentissement économique, la première place que les compagnies vont couper, c'est dans la main-d'œuvre. Donc, personne n'est à l'abri de ça. Tu sais, dans le temps, même les jobs dans le secteur public, c'était considéré comme beaucoup plus sécure. Mais maintenant, tu sais, le gouvernement il souhaite réduire ses dépenses pour retourner vers un équilibre budgétaire. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des coupures, même dans le secteur public. Et là, on s'entend, là, si vous êtes infirmière, vous n'êtes pas à risque de perdre votre emploi demain matin. Par contre, les postes plus au niveau administratif, c'est pas impossible qu'il y ait un petit clean-up là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que vous avez des compétences puis des aptitudes qui ont certainement une valeur pour les autres et que si vous offrez une solution à un problème ou que vous répondez à un besoin, je vous garantis que vous allez trouver du monde qui sont prêts à vous payer en échange de vos services. Bref, étant donné que c'est la sortie de mon livre, j'ai un petit concours à vous annoncer. En fait, c'est super simple. Je vous invite à prendre une photo de mon livre Les règles du jeu et à la partager en story, juste à m'identifier, en me taguant. Sur Instagram, c'est AlexTraders360. Et pour tous ceux qui participent, ben dans un mois, le 9 mai, je vais faire tirer mon package 360 qui inclut toutes mes formations en ligne, un abonnement d'1 an à l'infolettre et une consultation d'1 heure sur Teams
Je remercie déjà d'avance tous ceux et celles qui vont participer au concours et qui vont partager mon livre sur les réseaux sociaux. Et pour finir, pour les personnes qui veulent une dédicace, je vais être au Salon du Livre à Québec samedi et dimanche prochain. Donc c'est à 16h le samedi et à 11h le dimanche. Donc, n'hésitez pas à venir me voir là-bas. On va pouvoir jaser, je vais pouvoir signer votre livre. Et je termine l'épisode là-dessus. Encore une fois, merci pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.